Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de mon coéquipier, le journaliste scientifique Claude Lafleur. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. C'est toujours le fun de se retrouver. Toujours le fun. Aujourd'hui, donc on a un concept un petit peu différent qu'à l'habitude. C'est mon émission Carte Blanche. Puis j'ai décidé de m'adresser à vous, les auditeurs, et puis vous demander c'est quoi les questions que vous avez pour Voyage dans l'espace. Eh bien, on répond à vos questions dans ce balado. Donc, il va y avoir toutes sortes de sujets qui vont défiler pour vous. À commencer par une question qui vient de Laurent Runigo. Laurent nous demande, on sait que l'envoi de spationautes par l'Agence spatiale européenne est éminemment politique en fonction des budgets alloués par chaque pays. Qu'en est-il de la NASA? Doit-elle composer avec le privé, les volontés de l'exécutif, le Sénat et d'autres agences d'ailleurs? Bonne question, Claude. Oui, c'est une bonne question pour notre cher ami Laurent. Petite correction, on ne dit pas des spationautes. C'était le terme que les Français avaient évoqué dans les années 80. Tous ceux qui volent dans l'espace, en principe, sont des astronautes, sauf les Russes, dont on dit qu'ils sont des cosmonautes. Mais on ne fait plus la distinction entre les Européens. Chacun voulait avoir à un moment donné son terme. Fait que tout le monde sont des astronautes. Autre détail pour bien préciser, il faut savoir que la Station spatiale internationale comprend 5 partenaires. Les États-Unis, la Russie, l'Europe, le Japon et le Canada. Et en vertu de leur contribution, chacun a le droit à une proportion du temps de passer dans l'espace par des astronautes. Par exemple, dans le cas les Russes ont le droit à 50% du temps, donc des astronautes à bord de la station spatiale. Les Américains ont le droit à l'autre 50%, mais ils doivent le répartir le partager avec les Européens, les Japonais et les Canadiens. Les pourcentages ont changé un peu avec le temps. Je ne les sais pas les plus récents, mais à une certaine époque, je pense que les Européens avaient le droit à peu près à 8% du temps des astronautes à bord de la station. Les Japonais, c'était à peu près 5%. Les Canadiens, c'était 3%. Et les Américains, évidemment, il y avait la balance. C'est ce qui fait que dans le cas du Canada, il y a à peu près un astronaute canadien qui vole à tous les 4 ans, qui va passer 6 mois dans l'espace. Évidemment, dans le cas des Européens, c'est beaucoup plus. Entre autres, il y a pratiquement toujours des astronautes européens maintenant à bord de la station parce que les pourcentages ont changé. Tout récemment, Thomas Pesquet est revenu sur Terre. Il a été remplacé par un Allemand là, qui est actuellement à bord de la station. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un certain pourcentage d'alloués selon chacun des pays, selon la participation de chacun des pays. Maintenant, il faut savoir que ultimement, du côté américain, le 50% américain, c'est la NASA qui décide qui va voler. Par exemple, si on prend un peu l'exemple du Canada, les Américains, la NASA décide à peu près tous les 4 ans d'envoyer un Canadien dans l'espace. C'est la NASA qui décide lequel des Canadiens. C'est elle qui choisit. On a actuellement, je pense, c'est 4 astronautes canadiens à l'entraînement. C'est la NASA qui choisit lequel des 4. Par contre, la NASA, elle, la question de Laurent était bonne, elle, c'est uniquement elle qui décide qui elle envoie dans la station spatiale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas à tenir compte du Sénat, du Congrès, de l'administration, ni du privé. C'est une opération menée par la NASA. Et de façon générale, qui est sélectionné pour aller dans telle mission, c'est toujours le grand secret. C'est un processus vraiment secret. À l'époque des missions Apollo, il y avait beaucoup de spéculations sur qui irait, qui choisit, pour qui a été choisi. Et la NASA a toujours maintenu le secret. Du point de vue extérieur d'où nous sommes, et j'ai inclus les astronautes eux-mêmes, c'est une espèce de loterie. On ne sait pas exactement qui va être choisi pour réaliser telle ou telle mission. C'est la NASA qui décide. Et je vais te raconter une anecdote. À l'époque, le premier astronaute canadien, c'est Marc Garneau, qui a été choisi en 1984 pour aller dans l'espace. Je connaissais très bien le directeur du programme des astronautes de l'Agence spatiale canadienne, en fait du Canada, parce qu'il n'y avait pas encore d'agence à ce moment-là. Je connaissais très bien le directeur et je lui ai demandé un jour, je lui ai dit, vous, là, vous êtes le directeur du groupe des astronautes canadiens. Est-ce que vous savez pourquoi Marc Garneau, c'est lui qui a été choisi parmi les 6 astronautes canadiens qui étaient à l'époque disponibles? Et il m'a répondu non, moi-même, je ne le sais pas. C'est vraiment la NASA qui a décidé d'envoyer Marc Garneau. C'est la NASA qui décide qui va à bord, que ce soit pour les astronautes étrangers comme pour ses propres astronautes. En principe, puis je pense qu'on peut dire en pratique aussi, il n'y a aucune influence du président des États-Unis, du Congrès, du Sénat ou de toute autre source extérieure. Ça appartient
À moins que quelqu'un me sortirait un exemple là, qui arrive quelque chose qui se serait passé, un jeu de coulisses, mais en pratique, c'est la NASA qui décide qui elle envoie dans la Station spatiale internationale. Évidemment, ça, c'est en ce qui concerne les astronautes de la NASA. Si une entreprise privée comme SpaceX vend des vols touristiques, comme ça va être le cas, d'ailleurs, il y a un vol touristique qui est prévu au début de l'an prochain, là, au mois de janvier, il y a donc quelqu'un qui a acheté un vol de capsule Crew Dragon. Non, c'est plutôt une compagnie Axiom qui organise un vol touristique. Il va y avoir un astronaute professionnel accompagné de 3 touristes. Là, la NASA n'a rien à voir là-dedans. Là. Ça, c'est une transaction d'affaires, mais ce sont des touristes qui sont de passage dans la station spatiale et non pas des résidents qui vont passer 6 mois. OK. Ben moi aussi, j'étais curieux de t'entendre sur ce sujet, comme toutes les autres questions aussi. Je sais pas. J'ajouterais même qu'il y a des livres entiers qui ont été écrits sur comment la NASA a choisi, pourquoi la NASA a choisi Neil Armstrong plutôt qu'un autre et tout ça. Ça fait l'objet de bien des débats, mais c'est la prérogative de la NASA et c'est un processus secret. Eh bien. OK. Bon, ben on poursuit avec une question de Vincent Raymond. Est-ce que vous pourriez nous informer à quelle expérience scientifique ont contribué nos astronautes canadiens quand ils occupaient la Station spatiale internationale? Est-ce qu'on a une idée? Oui, ben oui et non. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on envoie un astronaute canadien dans l'espace, comme quand on envoie un astronaute européen ou japonais ou américain, il fait partie de... La station spatiale, c'est un laboratoire scientifique dans lequel on réalise, je pense, simultanément à peu près une centaine d'expériences qui touchent à peu près toutes les sphères de la science, que ce soit la biologie, la physique, la chimie, l'astronomie, etc. Les astronautes qui vont dans la station spatiale, peu importe de quel pays ils viennent, ils s'inscrivent dans ce programme-là, ils poursuivent des expériences déjà entamées et ils vont peut-être amorcer des nouvelles expériences, mais l'astronaute canadien ne va pas réaliser des expériences canadiennes, l'astronaute européen ne va pas réaliser des expériences européennes. Tout le monde participe aux expériences. Maintenant, dans la station spatiale, il y a des chercheurs de différents pays qui proposent des expériences. Expériences qui peuvent être... un chercheur canadien peut proposer une expérience qui va être réalisée par des astronautes américains de passage dans la station spatiale ou des Européens ou par hasard un Canadien qui passe là. Donc, c'est pas... Chaque pays envoie ses astronautes réaliser ses expériences. Maintenant, dans le cas de quel genre d'expérience on réalise, ben, il y a comme un comité scientifique qui décide, parmi les propositions qu'ils reçoivent des différents pays, quelles expériences vont être retenues en chimie, en biologie, en physique, etc. Le Canada, il y a des chercheurs canadiens, on a plusieurs chercheurs canadiens qui font des expériences en biologie. Les Canadiens sont beaucoup intéressés à comment l'organisme humain réagit en apesanteur, que ce soit le fameux mal de l'espace dont on a déjà parlé, que ce soit peut-être des problèmes neuromoteurs ou comment la perception visuelle se fait, etc. Donc, il y a des expériences canadiennes qui sont menées dans ce domaine-là. Il y a aussi des expériences de chimie et de biologie et de physique qui sont assez complexes. Ça s'inscrit dans le cadre de l'ensemble des expériences qui sont réalisées à bord de la Station spatiale internationale. Il faut voir la station littéralement comme un laboratoire multidisciplinaire qui est en fonction depuis maintenant 20 ans. Donc, depuis 20 ans, sans arrêt, bon an, mal an, 365 jours par année, il y a des expériences scientifiques, environ, je pense qu'on pourrait dire une centaine d'expériences scientifiques réalisées simultanément. Évidemment, au cours des 20 années, les expériences évoluent, il y a de nouvelles qui apparaissent, il y en a qui disparaissent, mais c'est vraiment un laboratoire scientifique multidisciplinaire qui est en fonction depuis 20 ans et chaque personne qui y va, peu importe sa nationalité, participe à ce vaste programme de recherche. Ça veut donc dire aussi que si vous êtes un astronaute un peu spécialisé, si vous êtes un physicien, vous ne ferez pas que des expériences de physique. Vous allez participer à des expériences médicales, à des expériences de chimie, à des expériences d'astronomie, à des expériences technologiques, là, la mise au point, par exemple, de nouveaux matériaux. Vous ne vous limitez pas à votre champ d'expertise. Vous êtes un chercheur multidisciplinaire qui travaille dans tous les domaines qui sont actuellement à l'œuvre à bord de la Station spatiale internationale. La fameuse question à quoi ça sert d'investir dans l'espace, dans la conquête spatiale, ben, enfin, dans ce cas-ci, ça fait avancer la science. Hein, c'est quand même... C'est ça. On fait important. Beaucoup de recherches de base dans la station spatiale, beaucoup de recherches fondamentales, ce qui fait que c'est pas évident, d'une part, de comprendre exactement ce que l'on étudie. C'est pas évident non plus de comprendre à quoi ça va servir, parce que la recherche fondamentale, souvent, c'est très pointu, ça ne parle à peu près qu'aux spécialistes, mais c'est souvent plus tard, des fois 10, 15, 20 ans plus tard, que là, ça devient pratique. On a mis au point de nouveaux matériaux, on a acquis de nouvelles connaissances. Fait que la station spatiale, c'est un laboratoire de recherche fondamentale. OK.
Prochaine question qui nous vient de Mathieu Baudouin. En fait, il y a plus d'une question associée donc à son questionnement. On parle souvent de ce que les astronautes font là-haut, mais qu'arrive-t-il à leur retour sur Terre? Est-ce que les astronautes sont immédiatement placés en quarantaine comme avant, pour commencer, Claude? C'est une bonne question. Oui, ils sont en quarantaine, mais pas parce qu'on a peur qu'ils ramènent de l'espace des germes extraterrestres, comme dans le temps d'Apollo. Là, quand les astronautes d'Apollo sont revenus sur Terre, on craignait que peut-être qu'ils auraient rapporté des germes de la vie. Ils sont mis en quarantaine pour les protéger contre les germes terrestres. Parce qu'il faut savoir que la station spatiale, c'est un milieu fermé. Les astronautes passent à peu près 6 mois. Ils ne sont pas soumis à autant de virus et de bactéries de toutes sortes que nous sur Terre. Ce qui fait que quand ils reviennent sur Terre, le système immunitaire est plutôt faible. Donc, on les met en quarantaine dans les premiers jours pour les protéger contre différents virus. Et évidemment, de ce temps-ci, quand les astronautes reviennent sur Terre, on veut les protéger évidemment du COVID, mais de toutes sortes de bactéries. Fait que c'est les astronautes qu'on doit protéger des virus et bactéries terrestres et non pas l'inverse. Et évidemment, le temps que leur système immunitaire reprenne le dessus, puisqu'ils ont été en quelque sorte isolés durant 6 mois dans un milieu où il n'y a pas beaucoup il y en a quelques-unes, des bactéries et des virus à bord de la station spatiale, mais pas autant que sur Terre. Donc, ils sont effectivement en quarantaine pour les protéger contre les méchants virus terrestres. OK. Et pour poursuivre sur ce questionnement, donc, ils doivent assurément être soumis à une batterie de tests médicaux, des rapports d'observation, des travaux, des expériences. Est-ce qu'après, on les suit comme ça? Là? Un peu comme Exactement. Quand ils reviennent sur Terre, là, c'est pas après 2-3 jours, ils sont laissés libres de retourner à leurs occupations. D'une part, ils sont soumis à une batterie de tests médicaux pour voir s'ils sont en bonne santé, là, si tout s'est bien passé, s'ils se réadaptent bien à la Terre. Souvent aussi, en tout cas dans certains cas, ils vont faire partie de protocoles d'expérience scientifique. On a pris des mesures sur comment réagit leur organisme dans la station spatiale en apesanteur. On prend des mesures pour savoir comment leur organisme réagit une fois revenu sur Terre. Même, on pourrait dire une chose, un détail en passant, il y a des astronautes, qui, par exemple, dans les années 70, qui ont passé 2-3 mois à bord de la station spatiale Skylab. Durant leur séjour, ils ont subi une certaine perte osseuse. Là. Il y a une certaine décalcification des os qui se produit en apesanteur. Ces astronautes-là ont été suivis pendant des décennies. Je ne sais pas s'ils sont encore suivis aujourd'hui, mais on voulait voir est-ce que 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après leur retour sur Terre, ils avaient retrouvé leur masse osseuse ou jusqu'à quel point ils l'avaient retrouvé. Ce qui fait qu'il y a des astronautes qui sont suivis très, très longtemps, dépendamment des expériences scientifiques auxquelles ils ont participé. D'autres vont simplement être suivis dans les premiers jours pour savoir si leur état de santé est bon lors de leur retour sur Terre. Évidemment, ils ont des rapports scientifiques à rédiger, ils ont des comptes rendus techniques à faire. Les ingénieurs sont toujours intéressés de savoir, avez-vous eu certains problèmes techniques à bord de la station spatiale? Un détail en passant, ils ont souvent des problèmes avec la toilette, il faut souvent la réparer à bord. Bon, les ingénieurs, des fois, sont intéressés de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, comment les réparations se sont faites, etc. Donc, effectivement, ils ont beaucoup de rapports à soumettre. On leur laisse, évidemment, après le retour sur Terre, quelques jours pour se réadapter à l'apesanteur, mais après ça, ils ont beaucoup de, ce qu'on appelle des debriefings, puis d'examens, puis de rapports à rédiger. C'est pas le début des vacances comme quand nous, on revient d'un voyage de quelques mois dans le sud, par exemple. Et puis, pour conclure sur ce sujet, je trouve ça bien intéressant. Est-ce que, quand ils reviennent, est-ce qu'ils ont droit à plusieurs semaines ou même plusieurs mois de congé, comme un peu un retour d'un militaire qui reviendrait d'une zone de guerre? Est-ce que ils peuvent avoir congé suite à leur retour? C'est pas vraiment le cas parce que d'une part, comme on vient de le dire, ils ont ils ont quantité de rapports à faire, de comptes rendus à rendre, mais aussi, on l'oublie peut-être parfois, mais ils ont souvent une tournée des médias à faire. Si on prend l'exemple de Thomas Pesquet, qui vient de revenir sur Terre il y a quelques jours, à l'heure où on enregistre, il va évidemment se reposer peut-être une semaine ou deux, reprendre, s'habituer à la gravité terrestre, mais après ça, nos amis français risquent de le voir dans les médias. Il va accorder des entrevues. Il a vu des choses d'ailleurs très intéressantes dans l'espace. Donc, son travail continue. Il va éventuellement avoir quelques semaines de repos, mais ça peut être quelques mois après son retour sur Terre et non pas une semaine ou deux après. Et là, tant qu'à la durée du congé, ça dépend un peu de différents facteurs, mais quand ils reviennent sur Terre, ils sont loin d'être en vacances après 2-3 semaines. Ils peuvent passer 2-3 mois à se remettre de leur mission, si je peux dire, en faisant leur rapport, puis la tournée des médias, etc. Et enfin,
avoir des vacances, mais c'est souvent, là, si on considère l'entraînement très intense qu'ils subissent avant le lancement, une mission spatiale de 6 mois, c'est souvent un engagement très, très intense qui dure au moins une bonne année. C'est une espèce de marathon qui commence bien avant le lancement et qui se termine bien après le retour sur Terre. C'est très exigeant d'être astronaute. Là. C'est pas là, vous allez passer un super séjour de 6 mois, vous revenez sur Terre et la vie est belle. C'est beaucoup plus exigeant que cela. J'imagine. OK, on enchaîne avec une question de Éric Côté. Est-ce qu'il y a eu des détenteurs de prix Nobel qui ont travaillé pour la NASA ou contribué à des projets pour celle-ci? Absolument, absolument. Il faut savoir qu'il s'écoule souvent énormément de temps entre des recherches qui vont mener à un prix Nobel et la réception du prix Nobel. Je vais avoir un exemple dans quelques secondes. C'est pour ça que les recherches spatiales qui datent des fois des années 60, 70, 80 vont éventuellement mener à des prix Nobel. Mais en 2006, il y a 2 chercheurs de la NASA qui ont gagné un prix Nobel de physique pour avoir étudié, comment le dire en termes simples, ce qu'on appelle la radiation de fond du cosmos. Je m'explique en termes simples. Tout le monde a entendu parler du Big Bang. On imagine une explosion. Jean-René Roy ne serait pas content que je dise une explosion, mais on va le dire de même pour l'instant. Et il reste encore comme un écho de cette explosion-là. Donc, ce qu'on appelle une radiation de fond qui est la trace de ce Big Bang-là, qui est même la preuve que le Big Bang a eu lieu il y a 13 milliards d'années. Donc, il y a des chercheurs en 2006 qui ont gagné un prix Nobel pour des études qui ont mené sur cette radiation de fond grâce à un satellite qui s'appelle COBE. Mais plus près de nous, là, ce n'est pas des chercheurs de la NASA, mais il y a nos amis européens Didier Queloz et Michel Maillard qui, en 1995, ont découvert une exoplanète. Ils ont été les premiers à découvrir une planète autour d'une autre étoile. C'était en 1995. Et en l'an 2020, ils ont gagné le prix Nobel de physique. On s'y attendait depuis longtemps. J'ai eu l'occasion, moi, de les interviewer il y a une quinzaine d'années de ça et on en avait parlé. Puis ils étaient humbles, ils ne voulaient pas le dire, mais tout le monde s'attendait. Fait ils ont fait une découverte très importante, la première exoplanète en 1995, et 25 ans plus tard, ils ont eu leur prix Nobel. Donc, il y a des prix Nobel, et il va y en avoir probablement beaucoup par rapport avec les recherches qui sont menées avec le télescope spatial Hubble, mais étant donné qu'il s'écoule quelque chose comme une vingtaine, trentaine d'années avant de recevoir un prix Nobel, ben, c'est pas encore arrivé. Mais, et encore là, il faut savoir une chose, il y a un prix Nobel de physique par année, et ça comprend toutes les sphères de la physique. Donc, il y a beaucoup de gens qui font des découvertes remarquables, mais qui ne recevront jamais de prix Nobel. Nos amis Queloz et Maillard n'auraient pu jamais recevoir de prix Nobel, même si la découverte qu'ils ont faite est extrêmement importante. Mais il y a des prix Nobel qui découlent de la recherche spatiale, en effet. Puis il va en avoir de plus en plus. OK, on poursuit avec une grosse question ici, là, dans le domaine de l'astronomie, cosmologie. C'est une question de Smoking Warthog. J'espère que tu es prêt, Claude. Est-ce que vous prévoyez d'évoquer... Je vais dire, monsieur, que la réponse, c'est non. On passe à la suivante. Non. On passe à la suivante. Est-ce que vous prévoyez d'évoquer ou de consacrer un balado à la structure à grande échelle de l'univers, les super amas de galaxies, le grand attracteur, le répulseur du dipôle? Si on veut voyager dans l'espace, dit-il, autant le faire avec les meilleures cartes possibles. On est donc dans la cartographie de l'univers. Bon, est-ce qu'un jour tu aurais envie de consacrer un balado ou une partie de balado à ce sujet? La question de notre ami pose un grave problème. On parle de parler d'une carte de l'univers, une carte qui serait évidemment en 3 dimensions, et nous, on fait un balado audio. Fait que déjà, si on faisait une vidéo, si on faisait des YouTube, on pourrait peut-être envisager faire quelque chose et montrer du visuel. Mais même là, c'est pas évident. Fait que le faire au niveau d'un balado radio, de parler de la structure de l'univers en 3 dimensions, ça serait, à mon avis, un défi que je ne saurais relever. Il existe, je pense que si vous faites une recherche sur YouTube, il existe des vidéos où on nous montre l'univers en 3 dimensions, où on nous montre les structures de l'univers, et je vous dirais que même ces vidéos-là ne sont pas évidentes à comprendre tellement ça sort de notre quotidien. Là. On parle de l'univers à une dimension qu'on a presque... Parce que là, on ne parle même pas de l'univers aux dimensions des galaxies, mais des structures de galaxies, des regroupements de galaxies. Fait que je ne pense pas qu'on pourrait faire un balado, donc audio,
en essayant de vous expliquer de quelle façon est fait l'univers sans pouvoir vous le montrer. Fait que ça serait un défi, mais que je pense pas pouvoir relever. Par contre, si jamais ça intéresse notre ami, probablement qui est au courant d'ailleurs, il existe des vidéos où on nous l'explique et moi je trouve ça fascinant parce que je les regarde et j'avoue que souvent je les regardé 2-3 fois pour vraiment comprendre de quoi on parle parce que c'est pas évident d'avoir des cartes. Parce que là, on ne parle pas d'une carte en 2 dimensions comme quand on parle de la planisphère terrestre, on parle d'une carte en 3 dimensions, ce qui est encore plus complexe. Fait que ce serait, je pense, un défi. Je vois pas comment je pourrais relever un tel défi, surtout que ça dépasse un peu beaucoup mes connaissances, mais en même temps, même si j'avais les connaissances, comment vous expliquer un univers en 3 dimensions de façon audio? J'ai pas le talent. Ouais, je comprends. OK. Donc, une question maintenant de Michel Bigrand. J'aimerais avoir l'opinion de Claude sur le programme de la navette spatiale soviétique Buran. Bon, d'ailleurs, Claude, pour commencer, je connais pas très bien la navette ou ce programme-là, Buran. Je sais pas si tu peux un peu nous dire c'est quoi pour commencer. Effectivement, on l'a un peu oublié, c'est que à la fin des années 80, ou plutôt on pourrait dire même dans les années 80, les Soviétiques avaient mis au point une navette spatiale qui ressemblait beaucoup à la navette américaine. J'ai d'ailleurs publié un livre à l'époque, en 89, qui s'appelle « Vivre en apesanteur », dans lequel j'ai mis des photos où on compare la navette américaine avec la navette spatiale soviétique. Et un jour, je suis à la NASA, j'ai apporté mon livre et les ingénieurs riaient vraiment quand je leur ai montré, parce que j'ai trouvé des photos où on voit les deux véhicules sous le même angle, soit vu de côté, soit vu un peu de face, etc. Donc, les Soviétiques avaient mis au point une navette spatiale pour faire un peu compétition aux Américains, parce qu'à l'époque, dans les années 80, on est encore à la course à l'espace, à la course de qui est le meilleur. Fait que si les Américains se sont dotés d'une navette, les Soviétiques allaient le faire également. La navette n'a volé qu'une seule fois en vol automatique. Et là, les Soviétiques ont réussi un exploit assez remarquable. Ils ont donc lancé la navette, à bord de laquelle il aurait pu y avoir des cosmonautes, mais il n'y avait personne à bord. Elle est passée quelques heures dans l'espace et elle est revenue se poser en vol automatique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pilote à bord. La navette s'est posée d'elle-même, comme la navette spatiale que vous avez vue, à bord duquel il y avait des pilotes. Et ça, c'est un exploit vraiment remarquable qui a surpris même les ingénieurs américains d'être capable du premier coup de faire atterrir une navette de façon automatique. La navette spatiale américaine pouvait se poser de façon automatique, mais les astronautes à bord ont toujours voulu la piloter. Ce qui fait que les Soviétiques ont réalisé un vol de Buran. On est à la fin des années 80, en fait c'est en 88 le vol de Buran. Et après ça, il y a eu le démantèlement de l'Union soviétique, l'implosion de l'Union soviétique en 1991, ce qui fait que la navette n'a plus jamais volé. Fait que ça, c'est de façon générale. C'est une bonne question que notre ami pose parce que j'ai l'intention de faire une série de balados de temps en temps. Pour raconter certains volets de l'exploration spatiale à la soviétique, on pourrait faire un volet sur les stations Salyut 6 et 7, un autre sur la station Mir, un autre sur Buran. J'en ai fait un premier volet qui s'appelle dans les secrets de la cosmonautique soviétique, là, il y a quelques temps, je pense que c'est le printemps passé. Fait que j'ai l'intention d'y revenir de temps en temps. Je dirais aux auditeurs, non seulement je ne manque pas de sujets, j'ai trop de sujets, ce qui fait que j'ai plein d'idées, puis à un moment donné, ils finissent par se réaliser, mais un jour, je parlerai du programme spatial soviétique parce qu'il y a des choses très intéressantes, c'est dans mon plan. Il y a un jour, il y aura probablement un balado sur Buran. Juste pour vous donner une idée, le prochain balado qui va suivre celui qu'on diffuse aujourd'hui porte, non, c'est le balado précédent, il porte sur la planète Vénus. Ça fait environ 2 ans que je pense à faire un balado sur Vénus. Je me dis, un jour, je vais faire un balado sur Vénus. Ben, je viens de le faire. Fait qu'il faut être patient. J'ai beaucoup de sujets. Ça se bouscule même, les sujets. Si j'avais le temps et l'énergie, on pourrait, et Mathieu et moi, on pourrait faire un balado toutes les semaines. La matière est là, mais malheureusement, le temps et l'énergie n'y est pas. Fait qu'un jour, je parlerai de Buran comme je parlerai des Salyut ou je parlerai de Mir. Il y a quand même des choses très intéressantes que les Soviétiques ont fait dans les années 70-80. Choses qui sont à la fois méconnues et oubliées aujourd'hui, mais à l'époque, ça a été des choses très intéressantes. D'ailleurs, dans le balado sur Vénus, on parle beaucoup de ce que les Soviétiques ont fait aux abords de Vénus. Je pense qu'il y a peu de gens qui en ont entendu parler, mais ils ont vraiment fait des choses intéressantes. Vous allez l'entendre dans le cadre du balado sur Vénus. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais en profiter pour dire qu'on a eu d'ailleurs trop de questions. On ne pourra pas toutes les dire aujourd'hui. C'est un beau problème. Et puis, le cas de Vénus, je me souviens que je me souviens pas qui, mais on nous a demandé il y a plusieurs mois, là, je me demande si c'était même pas à nos débuts, de faire un épisode sur Vénus. Et bien voilà, il est sorti pour nos patrons. Puis il va sortir éventuellement pour nos personnes qui nous écoutent gratuitement sur SoundCloud, mais
On ne sait jamais. Donc, pour les autres questions, peut-être dans un autre balado, on y répondra, puis peut-être même, qui sait, ça ne deviendra pas un balado entier. Donc, vous pouvez nous les poser, puis ça reste dans nos notes, là, dans nos archives. Je pourrais rajouter que notre ami Michel, un jour, entendra peut-être un balado sur Buran et dire « Ah, c'est l'idée que j'ai suggérée il y a X années. » Exactement. Eh bien, poursuivons avec une question, en fait, 2 questions de Marc Barrette. Il aimerait éventuellement t'entendre, Claude, sur 2 aspects. Le premier, c'est est-ce qu'on n'assiste pas à un retour d'une course entre Américains et Chinois dans le domaine de l'espace, bien sûr? Non, pas vraiment. En fait, je suis un peu embêté là parce que j'ai l'intention éventuellement de faire un balado sur la Chine pour faire le point. Il faut percevoir, j'aurais beaucoup de choses à dire sur le programme chinois, c'est pour ça que je ne sais pas exactement par où commencer, mais je vais essayer de dire ceci. Il y a des gens qui rêvent qu'il y aurait une course entre les Américains et les Chinois. Là, ils rêvent de revivre un peu les années 60. Ce n'est pas le cas. Les Chinois, le programme spatial chinois, contrairement à ce qu'on rapporte généralement dans les médias grand public, il n'est pas à la fine pointe autant que les Américains. Le programme chinois se compare à peu près au programme de ce que les Américains et les Soviétiques ont fait dans les années 80-90. D'ailleurs, la station spatiale qu'ils sont en train d'assembler ne ressemblera pas à la Station spatiale internationale. Elle va ressembler plutôt à la station Mir. Les Chinois ont réalisé 7 ou 8 missions spatiales habitées. Les Soviétiques, les Russes d'aujourd'hui, puis les Américains en ont réalisé des dizaines et des dizaines et des dizaines. Le programme spatial chinois est vraiment pas au niveau du programme spatial américain et même soviétique, ou même russe, mais surtout américain. Surtout que les Chinois bénéficient des connaissances qu'on a acquises entre-temps. L'autre chose qui est importante de souligner par rapport aux Chinois, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'ils disent. Ils nous disent des choses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Tout n'est pas faux, mais tout n'est pas nécessairement vrai. Par exemple, ils nous parlent que les petits véhicules sont à l'œuvre sur la planète Mars, le petit rover, et sur la Lune, mais on n'a pas d'informations additionnelles qui nous montrent est-ce qu'ils sont vraiment en activité. Il faut faire attention à ce que les Chinois nous disent parce qu'un des aspects très importants de leur programme spatial, c'est la propagande. C'est-à-dire qu'ils se servent de leur programme spatial pour dire nous sommes aussi avancés que les Américains le sont aujourd'hui. Les Soviétiques faisaient la même chose dans les années 60-70. Il y a tout un volet de propagande que les gens ne voient pas. Quand je vous dis qu'il ne faut pas nécessairement se fier aux Chinois, je vais vous donner une petite statistique que tout le monde va comprendre facilement. La fameuse COVID, la fameuse pandémie, officiellement en Chine, il y a eu environ 4800 personnes qui sont décédées de la COVID. 4800. Si on compare ça, au Québec, il y a eu 11 500 personnes qui sont décédées de la COVID. Au Canada, près de 30 000. Et en France, près de 120 000. OK? 11 500 au Québec, 30 000 au Canada, 120 000 en France, mais seulement 4 800 en Chine. Est-ce qu'on peut croire ça? Moi, je ne crois pas personnellement. Je vous donne cet exemple-là parce qu'on pourrait aussi y aller un jour dans le domaine spatial, mais les Chinois nous disent des choses, mais je ne pense pas que c'est toujours la vérité. Donc, il faut faire attention à ce que les Chinois disent. Il y a tout un volet de propagande. On est obligé des fois d'y croire, comme là, on est obligé de croire qu'officiellement, il y a eu 4800 décès de la COVID en Chine, ce à quoi personnellement je ne crois pas. En même temps, les Chinois se servent de leur programme spatial pour de la propagande et les gens rêvent d'une course, par exemple, d'une course sur la Lune entre les Américains et les Chinois. Ben, je vous dirais ceci, les Américains, ils ont gagné la course il y a 50 ans. Ils sont allés sur la Lune. Fait que pour eux, c'est pas une question de course, là. Si les Chinois finissent par un jour aller sur la Lune, ils seront allés des décennies après les Américains. Maintenant, les gens rêvent de vivre une course, ne serait-ce que pour stimuler les Américains, ne serait-ce que pour revivre les années 60, mais il n'y a pas de course. Les Américains sont nettement en avance sur les Chinois, malgré ce que les Chinois essaient de nous faire croire. J'irai pas plus loin. Un jour, j'en parlerai un peu plus en détail dans un balado, mais faisons attention au fait que la Chine se sert de leur programme spatial pour des raisons de propagande, pour montrer qu'ils sont aussi avancés que les Américains le sont, ce qui n'est pas le cas. Et en même temps, ils ne disent pas toujours la vérité, ne serait-ce qu'au niveau de la COVID. Oui, ce serait un sujet intéressant pour un balado. Je veux juste rajouter, par contre, que tout ce qu'ils disent n'est pas faux.
OK, il ne faut pas tomber dans l'inverse non plus, puis soupçonner que rien de tout ce que les Chinois nous ont dit est vrai. Il y a une grande part de vérité, mais il y a une part aussi de propagande et de demi-vérité ou de choses. Moi, je ne suis pas convaincu que les deux petits véhicules tout-terrain qui sont sur la Lune, U2 et sur Mars, sont encore en fonction, mais les seuls qui peuvent nous le dire, c'est les Chinois, et eux nous prétendent qu'ils sont encore en fonction, qu'ils sont encore en activité, mais on n'a aucune autre preuve. Moi, je pense que les véhicules ont fonctionné quelques jours, tout au plus quelques semaines, mais officiellement, les véhicules sont en fonction dans le cas de la Lune, depuis 2 ans, 2 ans et demi, puis dans le cas de Mars, depuis un bon 6 mois. Personnellement, j'ai des doutes, mais j'ai pas de preuves. Ah oui. Et est-ce que les Chinois sont en voie de dépasser les Russes en termes de puissance spatiale? Ça dépend, il y a deux façons de voir la question. Si on regarde actuellement, on peut dire oui, parce que le programme spatial russe est en lambeaux. Si ce n'était pas de leur participation à la Station spatiale internationale, il ne se passerait pas grand-chose. Donc, c'est vrai. Sauf que le programme spatial chinois est à peu près, par exemple, la station spatiale qu'ils sont en train d'assembler se compare à Mir, mais les Russes, ils l'ont fait Mir et ils l'ont opéré pendant 10 ans de temps. Et un jour, j'en parlerai plus en détail. Les Soviétiques ont fait beaucoup d'opérations aux abords de la Lune, aux abords de Vénus, on en parle dans un balado, aux abords de Mars, ce que les Chinois n'ont pas encore fait, ou en fait, ils ont fait une mission martienne. Donc, il y a beaucoup de réalisations soviétiques que les Chinois n'ont pas encore égalées. Et par contre, actuellement, le programme spatial chinois est beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort que ce qu'est le programme spatial russe actuellement. Ça fait que par rapport au passé, les Soviétiques ont accumulé des choses extraordinaires que les Chinois n'ont pas encore atteintes. Par contre, au présent, effectivement, le programme chinois est beaucoup plus développé que celui des Russes. OK. Passons maintenant à la question de Marina Samarine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le temps peut-il s'écouler différemment selon où l'on se trouve dans l'espace? Je fais référence au film Interstellaire. Donc, en fait, je vais répondre à la question puisque je suis un grand fan de ce film. On a décidé de me déléguer cette question, puis je le fais avec plaisir. J'ai fait un peu de lecture hier après-midi, c'était pluvieux à Montréal. Et pour bien y répondre, en fait, je vais dévoiler aucun spoiler par rapport au film. Si vous l'avez pas vu, là, n'ayez crainte. Donc, on parle de nos voyageurs de l'espace dans le film Interstellaire qui vont visiter la planète Miller, une planète océan. Vous vous rappellerez pour ceux qui l'ont vu. Et une planète qui est tout proche d'un trou noir, le trou noir Gargantua. Bon. Sur cette planète... 1 heure équivaut à 7 années sur Terre. Donc ici, bien, on fait référence à la notion de dilatation du temps. C'est un effet qui est issu de la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Donc, je vais vous résumer, je pense, assez bien qu'est-ce qui arrive dans le film, puis c'est quelque chose de possible, ça arrive, c'est un fait dans notre univers. Si on prend une horloge qui est proche d'un corps massif, eh bien, cette horloge va ralentir par rapport à une autre horloge qui serait plus éloignée de ce corps massif. Donc, en gros, dans l'univers, plus on est près d'un corps massif, eh bien, l'horloge ralentit. Donc, si on pouvait avoir sur la fameuse planète Miller une webcam en direct sur Terre, bien on verrait que sur Terre, tout va plus vite. Et au contraire, si sur Terre, eux avaient pu avoir accès à une webcam en direct sur la planète Miller, tout semblerait très lent. Et en faisant mes lectures, je suis tombé sur quelque chose d'intéressant. Le temps est relatif, mais à condition qu'on mesure le temps. Ça, je trouve ça bien intéressant. Donc, Claude et moi, si on s'en va enregistrer un balado sur la planète Miller, près de ce trou noir-là, pour nous, il se passe rien. Là. On ressent rien, on vieillit pas plus lentement. Enfin, pour nous, il n'y a rien qui change. Par contre, nous, par rapport à la planète Terre, planète Terre, ça va beaucoup plus vite que nous, parce qu'ils sont loin d'un corps massif. Et peut-être pour terminer sur ça, c'est quand même des concepts... Oui, juste que je comprenne bien, Mathieu, ça veut dire que c'est intéressant comme exemple. Si toi et moi, on allait enregistrer un balado d'1 heure sur la planète, ça nous prendrait 1 heure tout simplement.
Ouais. Mais s'il y avait des terriens qui nous regardaient l'enregistrer, il y a l'impression qu'on parlerait très, très, très lentement puis que tout se passe c'est ça, ton exemple est parfait. Dans le fond, si on enregistrait en direct sur Facebook notre émission, les terriens qui nous écoutent en direct, là, pour eux, ça serait extrêmement lent. Là. Ouais. C'est ça. Par contre, on pourrait ramener le balado sur Terre et le faire jouer, tout serait normal. Oui, si j'abonne mon MacBook puis on enregistre là-bas, pour nous, il n'y a rien qui change. OK. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne dans l'univers. C'est pas évident à saisir, je dois avouer, parce que nous, sur Terre, on n'a pas de différence comme ça. Donc, c'est vraiment un concept qui peut être difficile à saisir, mais sur Terre, par contre, il y a quelque chose de très concret par rapport à ça. C'est nos satellites GPS. En fait, on doit les synchroniser tous les jours parce que la simple différence, donc nous, on est collés sur la Terre, sur le corps massif qui est la Terre dans ce cas-ci, eux sont plus éloignés et ça crée, écoutez, des millisecondes. Là, c'est très infime la différence entre les deux. Mais si on synchronisait pas les horloges dans les satellites GPS d'avec nous, nos téléphones sur Terre, eh bien, on se retrouverait avec un décalage avec le temps. Donc, pour cette raison-là, on doit sans cesse faire des ajustements au niveau de la tenue du temps à bord des satellites. Voilà. Ça veut dire que nous, on est sur Terre, à la surface de la Terre. Les satellites Navstar GPS sont à 22 000 km d'altitude. Et déjà là, ça fait une différence dans le temps. Évidemment, on parle de microsecondes, là, mais il y a une différence. Microsecondes, OK, mais assez pour que ça nous créerait des problèmes pour nous repérer avec nos GPS si on laissait ça aller. Donc, nous, étant donné qu'on est très près, on est collé sur la Terre, le temps va un petit peu plus lentement pour nous. C'est intéressant, hein? C'est fou. C'est fou. Eh bien oui, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça. Juste ajouter, là, on parle évidemment de relativité depuis quelques minutes. Nous préparons un balado sur la relativité avec Serge Pinault qui devrait être diffusé quelque part ce printemps. Serge Pinault, c'est celui avec qui on a parlé des trous noirs il y a quelques mois, là, quand il nous a expliqué c'est quoi les trous noirs. Serge est un spécialiste des trous noirs, mais c'est aussi quelqu'un qui donne un cours sur la relativité. Fait qu'on va explorer ce genre de sujet-là pendant 1 heure de temps. Comme on en a parlé un peu, Serge et moi, c'est un sujet qui peut rapidement devenir complexe, donc on va essayer de faire ça clair pour tout le monde. Mais un balado sur la relativité s'en vient d'ici quelques mois, si tout se passe bien. Ben oui, ça serait très intéressant. C'est fascinant. Tout à fait. OK, alors on poursuit avec une autre question sur un autre film que tu as vu, je pense, Claude. C'est une question de Raphaël Que pensez-vous du film Seul sur Mars avec Matt Damon qui est sorti en 2015? Est-ce que vous l'avez déjà regardé? Je ne sais pas si ce serait possible d'en parler dans un épisode. L'as-tu vu ce film-là? Oui, je l'ai vu. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai un problème. Si un film est totalement de science-fiction, qui n'a aucune connotation avec la réalité, moi, j'ai pas de problème. Là, on peut dire n'importe quoi, puis c'est correct. Puis bon, on est dans la science-fiction. Quand un film essaie de nous représenter une réalité avec un scénario d'Hollywood, encore là, c'est correct un scénario d'Hollywood, mais qu'on nous représente la réalité de façon totalement déplacée, ça me fâche, ça me choque. Je vais donner un exemple bien simple. Quand Hollywood nous montre le lancement d'astronautes, peu importe dans quel vaisseau, il nous montre là, des vibrations comme quoi là, il y a un bruit sonore épouvantable, tout branle. Il y avait le film sur Neil Armstrong il y a 1 an à peu près, on en a parlé d'ailleurs dans un balado. À chaque fois qu'on voyait Neil Armstrong dans un vaisseau spatial en décollage, le vaisseau spatial était sur le point de se rompre tellement il y avait de bruit, puis de vibrations, puis de pression, etc. Or, la réalité, elle est tout autre. Quand on lance des astronautes, ça se fait en douceur. Il y a peu ou pas de vibrations, il n'y a pas de bruit. Il y a une accélération là, qui compresse les astronautes sur leur siège, mais il n'y a rien. On le voit maintenant quand SpaceX lance ses astronautes ou quand les Russes lancent des astronautes en Soyouz. On les voit assis dans leur capsule, puis on les voit quasiment en train de s'ennuyer tellement il se passe peu de choses. Fait que Hollywood, moi, ce qui me fâche, c'est quand Hollywood nous donne une image déformée de la réalité. Quand une fusée s'envole avec des astronautes à bord, il n'y a pas des vibrations puis un vacarme épouvantable, le vaisseau est sur le point de se rompre, c'est le contraire. Dans le cas donc du film Seul sur Mars, il y avait plein comme ça de choses totalement irréalistes et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas pensé à faire un scénario qui se tienne. Par exemple, je
pense pas dévoiler grand-chose parce que c'est au début du film, là, mais les astronautes, la trame de départ, c'est qu'il y a une tempête de sable sur Mars. Il faut que l'équipage rentre de toute urgence dans leur vaisseau spatial et s'envole de la planète Mars. Et ce faisant, ils oublient un des leurs sur Mars. C'est pour ça qu'ils se retrouvent tout seuls. Sauf que en pratique, quand il y a une tempête sur la Terre ou sur Mars ou n'importe où, on ne décolle pas, on attend. D'ailleurs, pour décoller, il faut qu'il fasse extrêmement beau dès qu'il y a un peu trop de vent. Fait que c'est un peu absurde de penser que parce qu'il y a une tempête, ils sont obligés de décoller en pleine tempête. Petit détail technique, à un moment donné, le sol sur Mars se retrouve, il doit faire pousser des pommes de terre et il a besoin d'un engrais et il prend de l'hydrazine. L'hydrazine, c'est un combustible de fusée. Il y en avait à bord de sa fusée, ça va. Sauf que l'hydrazine, j'ai une amie qui est chimiste, quand j'y ai parlé de l'hydrazine, elle a sursauté. C'est probablement le liquide le plus toxique qu'on a jamais créé dans l'histoire de l'humanité, là. C'est extrêmement dangereux de l'hydrazine. Et quand sur Terre, on manipule de l'hydrazine, les gens portent des combinaisons spatiales pour se protéger, puis doivent ensuite être nettoyés, etc., avant d'enlever les combinaisons. C'est un produit extraordinairement toxique. Or, dans le film, Matt Damon, en tout cas le seul sur Mars, ben, il manipule l'hydrazine comme si c'était de la poudre à gâteau, nécessairement, sans aucun problème. Ça me fâche d'avoir des affaires de même, parce que c'est tellement pas la réalité. Alors que, si Hollywood se donnait la peine, il pourrait faire un scénario tout à fait vraisemblable. Moi, je comprends l'idée du film de dire il y a un astronaute qui est abandonné sur Mars, il faut qu'il survive le temps qu'on renvoie un autre vaisseau le récupérer ou quelque chose comme ça. Mais pourquoi faire des scénarios qui tiennent pas debout? Et moi, ça m'a beaucoup fâché comme film. Je sais que les gens sont émerveillés parce qu'il y a des beaux paysages de Mars. Techniquement, c'est très bien fait. D'ailleurs, c'est fait en collaboration avec la NASA. Mais le scénario tient tellement pas que je trouve ça dommage qu'on se soit pas donné la peine de faire quelque chose de vraisemblable, parce que je parle des fois avec des amis scientifiques qui me disent « Oui, mais Claude, c'est du cinéma, c'est Hollywood, c'est pas grave, faut pas que tu t'en fasses. » là, tu sais. Sauf que moi, je me dis, ça donne des fausses images de ce qu'est la réalité. Par exemple, lors d'un lancement, là, il n'y a pas de vibration puis il n'y a pas un bruit sonore à tout casser. Juste donner un autre exemple. On a tous une certaine image de comment s'est fait du Far West américain, là, comment ça s'est passé dans le Far West à l'époque. Dans le fond, ça remonte aux années 1800, la vraie histoire. Sachez que l'image qu'on a tous en tête n'a rien à voir avec la réalité. Ça s'est absolument pas passé comme nous le montrent les films, là, les fameuses batailles entre les Indiens. D'ailleurs, c'était toujours les Indiens qui attaquaient les Blancs. C'était pas les Blancs qui venaient sur les territoires des Indiens leur enlever leur territoire. C'était toujours les méchants Indiens. L'image qu'Hollywood nous a créée, nous a mis dans notre tête par rapport au Far West, n'a rien à voir avec la réalité. Dans le domaine spatial, c'est un peu ça aussi. Puis je me dis, tant qu'à faire un film, tu sais, je prends un autre exemple. Star Trek, ça se passe, on ne sait pas en quelle année, c'est dans un lointain futur, ça n'avait rien à voir avec la réalité, c'était correct, puis eux autres, évidemment, il y avait la télétransportation, quelle invention merveilleuse, c'est correct, on est dans la science-fiction pure, mais dans le cas de Seul sur Mars, on se voulait une aventure qui pourrait arriver d'ici quelques décennies, mais ça tenait pas debout. Et moi, personnellement, ça me fâche. Maintenant, techniquement, il y avait des super scènes de Mars, c'était très, très beau, puis ça peut peut-être donner une idée de ce que c'est sur Mars. Mais si vous voulez avoir une meilleure idée de ce que c'est se retrouver seul sur Mars, je vous conseille notre balado qu'on a fait il y a quelques mois sur qu'est-ce que c'est que de vivre sur Mars, qu'est-ce que ce serait, c'est quoi les conditions de vie sur Mars. Et c'est très différent de ce que nous montre le film. C'était mon opinion. OK. C'est intéressant que Raphaël pose cette question parce que oui. Claude, tu le savais pas, mais souvent quand je prépare les balados, je mets cette musique-là, la trame sonore du film, en fait. Elle est magnifique, la musique est vraiment magnifique. Oui, c'est vrai. Et bien moi, si je peux conclure, oui. là, ben, c'est sûr que moi, de mon côté, tant qu'on n'est pas dans un documentaire, je suis quand même capable d'écouter un film et puis de pas trop focusser sur qu'est-ce qui est réaliste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mm-hmm. Donc, ce film-là, ben, il y en a beaucoup qui l'ont aimé. Ben, en fait, c'est pas la première fois qu'on m'en parle, là. Et puis, ben, c'est sûr, hein, comme tu disais, les décors, c'est magnifique. C'est comme si on y était. Juste pour ça, ça vaut la peine, tu sais. À quoi ça pourrait ressembler de marcher sur Mars? On le ressent dans ce film-là, puis c'est magnifique, là, tu sais.
Et ça doit être assez hallucinant là, par rapport à la trame, à l'histoire. Ça doit être assez hallucinant de se retrouver seul sur une planète. Là. Ce sentiment-là, ça doit être quelque chose. Et je trouve ça bien intéressant, l'aspect survie, hein, de vraiment trouver la façon de survivre. Ce que j'aime du film, c'est que des fois, si on est perdu sur l'océan, il est possible que jamais on nous retrouve. Mais dans ce cas-ci, on sait, t'en as fait allusion, on sait qu'il va y avoir une prochaine mission. Ben lui, il sait qu'à un moment donné, il y a comme, dans le fond, des allers-retours à cette époque-là, entre la Terre et Mars. Il sait qu'à un moment donné, il va y avoir une prochaine mission, donc il faut qu'il tienne jusqu'à ce moment-là. C'est ça. Et le défi est quand même intéressant, donc on ne dira pas rien. Aucun spoiler, encore une fois. Là, la trame est intéressante, c'est juste dommage qu'on ne l'ait pas rendu un peu plus réaliste, parce que si on se forçait un peu, on aurait pu recréer la même trame de base, mais en faisant quelque chose de réaliste, mais malheureusement. Mais c'est sûr qu'au niveau des images, puis la musique, c'est vrai que la musique est excellente aussi. Fait qu'il y a du bon. Mais moi, je suis toujours un peu mal à l'aise quand je sens que Hollywood nous met des fausses images dans la tête, comme par exemple le Far West. Et je ne suis pas un spécialiste du Far West, mais je suis très conscient que l'image que nous avons, entre autres des méchants Indiens qui attaquaient toujours les Blancs qui venaient dans le Far West, les coloniser, ben c'est pas ça la réalité. Malheureusement, ça nous était inculqué dans la tête et c'est très dommageable pour la société. Puis je vois un peu ça dans le domaine spatial. On a des fausses images, puis pourquoi pas se donner la peine de faire quelque chose de moindrement réaliste, quitte à faire ensuite une aventure. C'est un film d'aventure, c'est correct. Là, Parfait. Maintenant, poursuivons avec une question. Celle-là, je la trouve, j'ai hâte de t'entendre sur celle-là. C'est une question de Marc Bélair. Donc, il nous dit, je me rappelle être allé au planétarium étant jeune, entre parenthèses, j'ai l'âge de Claude. Donc, on est jeune, ça va. Oui, exactement. Vous êtes encore jeune. On est encore jeune. On y parlait d'une théorie qui se disait que l'orbite lunaire se rapprocherait de la Terre et qu'éventuellement, la Lune serait broyée par des forces gravitationnelles. La Terre se retrouverait alors sans satellite et avec un anneau autour d'elle. Est-ce que c'est une théorie qui tient toujours? Encore une fois, là, j'aimerais savoir si tu as déjà entendu parler de cette théorie-là avant de dire si ça tient toujours. Absolument. C'était effectivement la théorie qui était en cours dans les années 60. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en allant sur la Lune, on a installé des miroirs laser qui permettaient, entre autres l'équipage d'Apollo, qui permettait donc d'envoyer un rayon laser sur la Lune et le récupérer sur Terre, ce qui permettait de mesurer précisément la distance Terre-Lune. Quand je dis précisément, je pense que c'est au millimètre près. Or, ce qu'on a découvert, parce que ce dont fait allusion notre ami, c'est une théorie, ce qu'on a découvert, c'est qu'en réalité, la Lune s'éloigne de nous. S'éloigne à la vitesse d'environ 3 ou 4 cm par année. Et effectivement, par le passé, il y a des centaines de millions d'années, la Lune était beaucoup plus proche de nous. On a trouvé des traces géologiques qui nous ont permis de déterminer à combien de temps la Lune faisait le tour de la Terre. Et à un moment donné, je pense qu'elle faisait le tour de la Terre à peu près en 12 heures. Oui, je pense que c'était en 12 heures, mais 12 heures ou 12 jours, mais en tout cas beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Fait qu'en réalité, la Lune s'éloigne tranquillement de nous. C'est une des découvertes que nous ont permis de faire le programme Apollo. Évidemment, à la vitesse de 3 ou 4 cm par année, on ne verra pas la différence, mais dans plusieurs centaines de millions d'années ou dans quelques milliards d'années, on va être rendu vraiment loin. Mais on n'a pas, chose certaine, et c'est intéressant pour ça, on n'a pas à craindre qu'un jour la Lune pourrait se fracasser sur Terre. C'est plutôt le contraire, on est en train de s'éloigner tranquillement, pas vite. Mais c'est une très bonne question parce que dans les années 60, on avait une théorie, puis grâce au programme Apollo, on a vérifié que la théorie n'était pas la bonne. Bon, parfait. Bien, moi, j'ai même lu que c'est vrai, ce que tu dis. Je me souviens pas qu'elle tournait plus vite autour de la Terre, c'est possible. Elle était plus près de la Terre au départ. Et là, elle s'éloigne. J'ai même lu qu'elle pourrait décrocher et on perdrait notre Lune dans des millions d'années là, avec le temps. Donc, c'est quand même un sujet intéressant, encore une fois. Vous avez des bonnes idées. C'est ça. On poursuit avec Eugène Fortin. Pourquoi l'URSS a abandonné le projet de la conquête de la Lune? C'est vrai, hein? Ben, j'imagine qu'il fait illusion. On est allé sur la Lune, les Américains ont gagné la course. Pourquoi ils n'ont pas continué l'URSS, dans le fond? Puis pourquoi ils n'ont pas été, eux, sur la Lune? Parce qu'ils auraient pu après. La réponse est, c'est qu'ils n'ont pas été en mesure de faire. C'est-à-dire que dans les années 60, les Soviétiques avaient développé le matériel pour aller sur la Lune, entre autres une fusée semblable à la fusée Saturne V. Ils ont essayé 4 fois la fusée sans équipage à bord et les 4 fois, la fusée a explosé en plein vol. Il y a des images de ça. La fusée s'appelle une N1.
la lettre N, là, N1. Vous pouvez trouver des clips vidéo sur YouTube sans problème des explosions des fusées lunaires soviétiques N1. Donc, ils ont lancé 4 fois la fusée N1 entre 1969 et 1972 et les 4 fois la fusée a explosé de façon absolument spectaculaire. C'était les explosions les plus puissantes. On dit toujours que c'est les explosions les plus puissantes qui ont été faites par l'humanité si on enlève les explosions nucléaires. Donc, les Soviétiques, à partir de 1972, ont décidé de ne plus aller sur la Lune. De toute façon, les Américains y étaient allés, fait qu'ils auraient été bons deuxième. Et donc, ils ont laissé tomber, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas été en mesure de le faire. Pour rajouter une petite note historique, John F. Kennedy a lancé, comme je l'ai souvent dit, le défi lunaire en 1961 en disant « Nous allons aller sur la Lune avant la fin de la décennie ». Au départ, les Soviétiques n'ont pas embarqué dans la course parce qu'ils étaient convaincus que les Américains n'y parviendraient pas. Et ce n'est qu'à peu près en 1965 où là, ils ont décidé d'embarquer dans la course. Et là, il y avait déjà 3-4 ans de retard par rapport aux Américains. Et là, ça a été une course effrénée, mais il manquait de temps. Ils n'ont pas réussi à faire tous les tests nécessaires pour mettre au point leur fusée lunaire. Et finalement, ça a été un échec spectaculaire, mais un échec qui a été gardé secret. En fait, on en avait des brides, on le soupçonnait, on savait en partie, mais c'est en grande partie un échec qui a été gardé secret durant une bonne vingtaine d'années, jusque dans les années 80, où là, on a vu les images de la fusée lunaire, on a vu les films des explosions, etc. Donc, la réponse simple, c'est que les Russes ont tenté, mais ils n'ont pas été en mesure de le faire. Et rendu en 1975, ils ont dit, ben là, c'est peine perdue, passons à autre chose. Donc, mais un jour, je raconterai peut-être l'histoire, parce que c'est une histoire assez fascinante, mais il y a eu une course à la Lune, mais les Soviétiques croyaient tellement pas que les Américains étaient sérieux, que les Américains allaient réussir la course, qu'ils sont partis beaucoup plus en retard et ils n'ont jamais été capables de combler leur retard. OK. Et Eugène, lui, eh bien, il y aurait un gros mandat pour toi, Claude. Est-ce qu'un jour, tu pourrais raconter l'Odyssée spatiale du point de vue de l'URSS? On en a déjà parlé, mais vraiment l'Odyssée complète. Le problème qu'il me pose, c'est le mot du point de vue de l'URSS. C'est-à-dire, évidemment, moi, j'ai un point de vue nord-américain, pour ne presque pas dire un point de vue américain. Est-ce qu'il voudrait dire, est-ce que si je m'étais mis dans la peau des Soviétiques, raconter l'histoire, comment eux ont dû la vivre, et ça serait un point de vue intéressant, effectivement, ou bien s'il veut plus que je raconte l'histoire plus du programme spatial soviétique. Ce que j'espère faire, je l'ai mentionné un peu plus tôt, sous forme de peut-être une série de balados, série informelle en quelque sorte, mais ça serait intéressant. D'ailleurs, moi, un de mes rêves, ça aurait été de m'asseoir avec des Russes qui l'ont vécu de programme, un peu mon homologue russe, si je peux dire. Ben oui. Dire, vous, de votre côté, vous, de l'autre côté du beurre de fer, comment vous l'avez vu, comment vous l'avez perçu, puis tout ça. Fait que ça pourrait être un point de vue intéressant, mais évidemment, moi, j'ai un point de vue très nord-américain. Je peux difficilement me mettre dans la peau des Soviétiques, mais en même temps, peut-être que ça peut être un angle intéressant de dire comment eux ont vu la chose. C'est un angle intéressant, mais en tout cas, je vais essayer de raconter parce qu'effectivement, dans les années 60, 70, 80, les Soviétiques ont fait des choses remarquables qu'on a un peu oubliées aujourd'hui et j'espère avoir le temps au cours de l'année prochaine d'en parler de certains de ces volets-là. OK. Question de Pierre-Luc Cartier maintenant. Je viens de voir que la NASA a ouvert ses portes aux journalistes pour leur montrer les installations du programme Artemis. Je lisais qu'il prévoyait envoyer une capsule en février, j'imagine que c'est février 2022, autour de la Lune. Et je sais, Claude, que tu n'es pas très optimiste quand on parle du retour des hommes sur la Lune. Penses-tu que la NASA est prête à nous prouver le contraire? J'espère me tromper. J'espère que la NASA va me prouver le contraire, c'est-à-dire que pour l'instant, la NASA prévoit réaliser la première mission lunaire qui s'appelle Artemis 1 au début de l'année 2022, donc en février pour le moment. Cette mission-là, c'est de lancer la fameuse fusée SLS dont on a parlé récemment avec une capsule Orion qui va être sans équipage pour aller faire un tour jusqu'à la Lune et revenir. Cette mission-là devrait avoir lieu durant l'année. Moi, où j'ai des doutes, ou ce qui me paraît inconcevable, c'est qu'en principe, il prévoit l'année suivante, en 2023, lancer la mission Artemis 2 avec un équipage qui se rendrait autour de la Lune.
Et en 2024, là, il ferait un atterrissage sur la Lune, notamment avec une femme à bord. C'est un échéancier beaucoup trop serré et surtout beaucoup trop risqué parce qu'il faudrait plus de vols d'essai. Ça, je l'ai expliqué dans un balado précédent. Ouais. C'est sûr que la NASA, elle a investi, comme je le rapportais dans un balado précédent, 80 milliards dans ce programme-là et c'est pas fini. C'est sûr que la NASA, elle, veut arriver à ses fins, veut arriver à mettre des hommes et des femmes sur la Lune. Peut-être en 2025, peut-être en 2027 ou 2026 ou 2028, qu'importe. Moi, je suis pas tant... Ça reste à voir parce que le programme est tellement mal ficelé. On va le voir, mais c'est sûr que, par exemple, le lancement du début de l'année prochaine, Artemis 1, j'espère qu'il va réussir. Je vais le suivre. On va sûrement probablement en reparler. Mais est-ce qu'après Artemis 1, il y aurait Artemis 2 l'an prochain et Artemis 3 l'année suivante? J'ai des gros doutes. Mais c'est à suivre. C'est sûr que la NASA, il y a tellement d'enjeux d'investir. C'est l'essentiel de leur programme suite à la Station spatiale internationale qu'elle n'a pas le droit d'échouer, mais en même temps, ça fait presque 20 ans qu'ils travaillent sur ce projet-là et ils n'ont pas encore réussi une seule mission. À suivre! Ce qui est intéressant de la question de Pierre-Luc, c'est que on a parlé d'Artemis et je le vois un peu comme une mise à jour à la lumière des nouvelles informations. Qu'est-ce que tu en penses, Claude? Alors, ils veulent vraiment suivre, parce que c'est vrai que ça continue d'évoluer. Hein? C'est-à-dire que, par exemple, le lancement Artemis 1, quand on a commencé, Mathieu et moi, à faire des balados en 2018, le lancement d'Artemis 1 était prévu à l'été de 2019. Il a été reporté évidemment à 2020. Il devait avoir lieu durant l'année 2021. Là, au début de l'année, si on en avait parlé, là, il était prévu pour avoir eu lieu cet été, là, à l'été 2021 plutôt. Et là, il devait avoir lieu cet automne. Possiblement, il y a quelques semaines, on parlait de vers la fin de l'année, là, genre au mois de décembre. Là, on est rendu au mois de février parce que le programme connaît constamment des retards. C'est sûr qu'il va avoir lieu, mais est-ce qu'il va avoir lieu en février ou en mars ou l'été prochain ou même l'automne prochain? Je ne sais pas. Mais chose certaine, c'est que cette mission-là est au programme depuis des années. Elle devait avoir lieu dès 2018, 2019, 2020, 2021. Et là, on est rendu en 22. Et après ça, c'est comme si, une fois qu'on va lancer cette mission-là, les deux autres vont se réaliser en un train d'enfer. J'ai des grands doutes. Si ça a pris tant d'années à réaliser la première mission, je pense pas qu'on va réaliser la mission 2 et la mission 3 avec succès dans les 2 années suivantes. Mais évidemment, à la NASA, les enjeux sont très importants et évidemment, éventuellement, le président Biden va devoir se prononcer sur la pertinence de ce programme-là, surtout si la NASA connaît encore d'immenses retards, sinon même des échecs. Je ne le souhaite pas. Moi, j'aimerais ça voir des astronautes de retour sur la Lune d'ici 2, 3, 4, 5 ans. Mais si je regarde ce qui s'est passé depuis 20 ans, j'ai des doutes. À suivre, donc. À suivre. Poursuivons avec une question de Frédéric Barry. Il serait intéressant de connaître votre opinion sur les découvertes que l'on fera avec le nouveau télescope James Webb qu'on attend depuis tellement d'années. Exactement. Mon cher Frédéric, vous serez sûrement heureux d'apprendre que le prochain balado, celui qu'on va diffuser au début de décembre, porte justement sur le télescope Webb. En fait, j'ai eu le privilège d'interviewer l'un des principaux chercheurs associés au télescope Webb. C'est un chercheur canadien qui s'appelle René Doyon. Écoutez, il y a 4 grands chercheurs qui sont associés au télescope Webb, 2 Américains, un Européen et un Canadien. Et ce Canadien-là, c'est le Québécois, donc M. Doyon, que j'ai interviewé pendant 1 heure de temps. Et c'est le balado qui va être disponible pour nos Patreons dès le 5 décembre. Et 2 semaines plus tard, le 19 décembre, va être disponible à tout le monde. Et accompagnant ce balado-là, il y a un fascicule qui va tout illustrer, tout ce qu'est Webb. Il va tout expliquer ce qu'est Webb, comment il va être mis en orbite, comment il va déployer. Et avec René Doyon, on parle un peu de qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ce télescope-là. C'est un projet absolument extraordinaire. J'ai eu le privilège donc d'interviewer pendant 1 heure de temps l'un des principaux chercheurs associés au programme. Et ce qui est amusant, c'est que nos Patreons vont l'avoir donc au début décembre, au début décembre, c'est ça, je t'accorde. Et actuellement, à l'heure où on se parle, nous, le lancement est prévu pour le samedi matin, le 18 décembre. Et le lendemain, le grand public va avoir accès, vous allez tous avoir accès au balado avec une entrevue remarquable que nous a accordée René Doyon. Donc, les réponses vont être dans le prochain balado. Magnifique entrevue. C'est drôle, quand j'ai lu la question, je me suis dit, on en a parlé, mais non, c'est vrai, l'entrevue est enregistrée, mais c'est pas encore diffusé. Ça va être vraiment bien, vous allez voir, là, vous allez être gâtés.
Et pour la petite histoire, là, au moment où nous, on enregistre, on est à la mi-novembre à peu près. Et cette semaine, je vais faire le fascicule qui va accompagner ce balado-là. Donc, l'entrevue est faite. Mathieu a fait le montage ou est en train de faire le montage. Moi, je suis en train de faire le fascicule. Et le tout va être livré au mois de décembre. Oui, ça s'en vient pour vous. Ben, en fait, c'est ça qui termine l'émission d'aujourd'hui. Ça a été bien intéressant de lire vos questions. Puis j'étais bien curieux de voir ça allait être quoi les sujets qui allaient ressortir. Puis ben ça fait différent, ça nous amène. Je vois que la Lune, même si on en a beaucoup parlé, on a encore eu beaucoup de questions sur la Lune. Ça, je trouve ça le fun. Et là, on avait un petit peu perdu le contrôle à l'agenda, puis c'est parfait. C'est vraiment bien de voir c'est quoi que vous avez là, comme questionnement sur les voyages dans l'espace. Donc, assurément, ce sera à refaire, là, peut-être dans une formule en direct, justement, live sur Facebook. Qui sait un jour? Donc, moi, voilà, bien. Vas-y. Moi, je dirais aussi que j'aime beaucoup vos questions parce qu'effectivement, ça m'apporte des idées. Ça me permet de tâter le pouls de qu'est-ce qui vous intéresse et pas. Et il y a des idées là-dedans auxquelles j'ai pas pensé puis qui éventuellement vont prendre naissance. Fait que merci de vos questions. Et là, on avait fait un appel aux questions, mais même en temps normal, en d'autres temps, gênez-vous jamais pour vous envoyer des questions. Ça nous fait plaisir. Puis ceux qui l'ont fait savent que généralement, on leur répond. Ils nous envoient une question par écrit, on leur répond par écrit. Donc, ça nous fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Et en même temps, des fois, ben, de les mettre de côté puis d'y répondre en personne comme on le fait actuellement. Fait que c'est toujours intéressant vos commentaires, toujours intéressant vos questions. Et j'ajouterais, comme on s'adresse au Patreon, que votre appui est toujours très important. Ça peut paraître un petit geste peut-être banal ou anodin pour vous, mais c'est très, très important pour nous, votre soutien financier, parce que c'est une preuve concrète que vous appréciez ce qu'on fait et c'est très important pour nous. Tout à fait. Et merci beaucoup, Claude, pour cette belle émission. Ça m'a fait plaisir. Salut tout le monde. Merci à tous nos patrons, toutes nos patronnes sur notre plateforme Patreon qui nous encouragent financièrement. C'est très apprécié. Pour 5 $ et plus, vous avez les émissions à l'avance et parfois du contenu bonus dans les épisodes. Ceux qui nous écoutent d'ailleurs sur le fil du Patreon savent qu'à la fin, on a eu un échange sur l'éventualité de faire un direct à un moment donné sur Facebook ou sur YouTube. Ça venait d'une suggestion de Laurent Runigo. Voilà, donc bien, merci beaucoup pour vos questions. C'était votre émission aujourd'hui. Sur ça, où que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.